Ok, et là, je pense que je devrais pouvoir. Bon, on va laisser comme ça. Donc, voilà, donc je vous retrouve après quelques mois de pause pour les causeries qui vont un petit peu changer de format. Globalement, ça va rester des rendez-vous mensuels, en ligne, totalement gratuits comme c'était jusqu'à présent. Mais là, j'ai vraiment envie d'axer sur ce que je faisais un peu au début et que j'ai moins fait ensuite, sur des thématiques spécifiques, des thématiques qui sont en lien avec mes sujets d'intérêt et ce que je travaille, la manière dont je travaille, donc qui est au croisement entre de l'accompagnement thérapeutique, notamment dans tout ce qui est de l'ordre des mémoires transgénérationnelles, la psychogénéalogie, les constellations familiales, etc., et toujours l'astrologie et la numérologie. Donc, moi, je suis toujours quelqu'un d'un peu ambitieuse. Donc, vous excuserez peut-être la densité des contenus transmis d'une part, et d'autre part, le fait aussi que comme ce sont des sujets à chaque fois qui pourraient prendre des cycles entiers de transmission, des séminaires entiers de semaines de transmission, je vais cibler sur certains points, donc c'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour vous donner des petites pistes d'éclairage. Donc, évidemment, si vous avez envie de poser une question, vous pouvez le faire, voilà, intervenir, soit dans la messagerie, je vais essayer d'être focus sur la messagerie, soit verbalement. Et donc aujourd'hui, en ce mois d'avril 2025, on va parler des loyautés. Voilà. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder d'une part et qui m'a été demandé d'autre part. Donc, je trouve que c'est très en lien avec cette vibration du mois d'avril, qui est une vibration d'un mois 4. Donc, un mois 4 d'une année 9. Donc, ça veut dire que c'est aussi un mois universel 4. Hop, je mets les photos de ce côté. Et mon petit truc là. Non, bon, j'arrête de toucher. Euh, donc, voilà, c'est un mois universel 4 d'une année 2025 et une année 9. Donc, ça nous donne un mois universel 4. Quatrième mois de l'année, mois universel 4. Et la vibration du 4, c'est une vibration qui nous parle de mémoire du temps, notamment. Ça parle de plein d'autres choses, mais ça va notamment parler de mémoire du temps. Donc, je vais y revenir. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter très très brièvement, enfin je vous mets à l'écran la slide avec le programme des causeries 2025. Je suis en année 22-4, donc je fais l'effort de restructurer ce que je propose. On m'avait demandé d'anticiper les dates, ça c'est pas toujours simple pour moi d'anticiper les dates. Donc voilà, je vous propose des dates avec des thématiques en lien systématiquement avec l'énergie du mois. Voilà, j'ai envie de vous proposer des thématiques en lien avec l'énergie du mois que je vais essayer systématiquement de traiter du point de vue ou de vous apporter du moins des éclairages avec l'astrologie et la numérologie. Voilà, donc en mai, on parlera du syndrome du gisant, mais vraiment au prisme de comment est-ce qu'on peut nourrir le vivant après avoir identifié le syndrome du gisant, parce qu'on sera dans une vibration mensuelle 5 le mois de mai. En juin, on parlera d'attachement. En juillet, de secret de famille. En août, de rapport à l'argent. En septembre, d'hypersensibilité. En octobre, de projet-sens. En novembre, de faire couple. Et en décembre, de fécondité. Il se peut que les thématiques évoluent, mais on restera toujours dans ce type de thématique. Voilà, donc vous aurez les liens pour vous inscrire aux causeries dans le message qui suivra, la newsletter qui suivra donc cette causerie dans laquelle je vous enverrai aussi le replay. Et donc, deux nouveautés 2025 que j'ai envie de vous partager, parce que c'est aussi ma manière de les ancrer dans la matière que de vous les partager dès maintenant. Je suis en train de mettre en place un cycle d'ateliers que j'appelle mes racines et mes ailes, donc un cycle de 9 ateliers collectifs qui seront en ligne à visée thérapeutique, un cycle de 9 ateliers au cours desquels on ira explorer les mémoires transgénérationnelles et l'empreinte de naissance des participants. Il y aura un atelier par mois. Ce sera des ateliers soit d'une demi-journée, soit d'une journée. Je n'ai pas encore tout à fait défini le format.
il y aura la possibilité de s'engager sur tout le cycle. Excusez-moi pour les coquilles que je vois apparaître à mon écran, dans tout au pluriel, tout au singulier évidemment, tout le cycle, des cycles singuliers, pour un tarif préférentiel, je vous communiquerai tout ça par la suite, ou de s'inscrire à l'atelier. Ce sera au choix. Et le calendrier de ce cycle sera co-créé avec les inscrits au cycle complet. Moi, j'aime bien faire ça, en fait, co-créer avec notamment l'agenda, avec les participants. Donc, mon idée, c'est qu'un socle de 4 participants ou participantes, que je lance ce cycle d'atelier à partir du moment où j'ai un socle de 4 participants ou participantes qui s'engagent sur le cycle et derrière, et qui sont en accord aussi d'accueillir des nouvelles personnes au fil du cycle s'il y a des gens qui sont intéressés par des thématiques d'atelier et pas par d'autres. Et puis voilà, de co-construire un petit peu cet accompagnement ensemble qui mêlera, bah, pour les personnes qui me connaissent, toutes les, on va dire tous les domaines, toutes les approches que je maîtrise et que je mobilise dans mon travail au quotidien. Donc astro, numéro, et puis bien évidemment tout ce qui va être de l'ordre de l'exploration transgénérationnelle. Voilà, et chaque atelier dans les ateliers mensuels aura une thématique que je vous transmettrai par la suite. Et puis, dans l'autre nouveauté 2025, je suis en train de préparer, donc pour les gens qui me suivent et qui le savent, j'ai développé une formation au Cercle de l'empreinte primale depuis le mois de septembre dernier. Une formation, donc le Cercle de l'empreinte primale, c'est une approche de numérologie des mémoires cellulaires, donc de numérologie thérapeutique, transgénérationnelle et prénatale. Et donc, actuellement, cette formation, elle est au format de 9 modules de 3 jours, donc sur 9 mois, 3 jours par mois. Nous sommes en train d'arriver au terme du cycle des 9 mois, du cycle de la formation avec le groupe des participantes. Et donc, j'ai l'élan, depuis un moment déjà, de proposer en ligne, en e-learning, un module d'initiation. Donc, ce sera une partie du premier module pour permettre aux personnes qui le souhaitent de découvrir depuis chez elles ce que c'est que la numérologie des mémoires cellulaires, ce que c'est que cette approche que j'ai développée et de pouvoir voir comment ça résonne et si ça vous plaît. Et puis évidemment que ça vous apporte aussi déjà, ne serait-ce que dans l'initiation, des éclairages pour vous. Voilà. Donc, je vous transmettrai toutes les informations dans les prochaines newsletters. Si d'emblée vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail, et puis comme ça, je pourrai vous tenir au courant assez rapidement des modalités de la mise en place de ces 2 projets pour 2025. Voilà pour l'actu. Alors, passons maintenant à la thématique. Alors, avant de venir exactement à ce que sont les loyautés, je vous parlais de ce mois 4. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au 4e mois d'une année 9. 4e mois d'une année 9, ça nous donne un mois 13. 13 qui donne donc un mois universel 4. Le 13 au tarot de Marseille, c'est une lame qui est très intéressante puisque c'est l'arcane sans nom ou la mort qui vient nous parler d'une transformation intérieure. Euh, Au lendemain de l'éclipse solaire qui a eu lieu samedi dernier, l'éclipse solaire associée à la pleine lune en bélier, qui marquait justement un tournant intérieur, un appel à un éveil intérieur. Je trouve que là, d'entrer dans ce mois 4, il y a quelque chose de très puissant dans cette vibration 4-là. Vibration 4 qui peut évidemment nous parler des loyautés, comme on va l'aborder maintenant, mais qui vient, à mon sens aussi, nous parler de réparation, nous parler de réparation, de sécurisation intérieure. Et donc, porté par cette vibration du mois d'avril 4, ce 4 qui renvoie au temps, à la mémoire, aux ancêtres, à une forme d'instinct de conservation, mais qui peut renvoyer aussi à des enfermements, à des peurs, à des insécurités, à des croyances limitantes, et donc à tout ce qui fonde les loyautés. Quand tout cela s'active avec la vibration 4, à mon sens, c'est pour nous permettre de réparer, de ramener de la sécurité intérieure et de cheminer vers plus de quiétude. La quiétude, c'est un mot-clé de la vibration 4. Et dans quiétude, on entend qui es-tu? Donc cette vibration 4, à mon sens, elle est très en lien avec cette éclipse solaire qui vient de se produire et cette pleine lune en bélier qui justement invite à cet éveil intérieur.
Voilà, pour la petite introduction. Euh, et donc, voilà. Et donc, l'un des obstacles, donc cet éveil intérieur appelé par cette pleine lune, c'est vraiment, à mon sens, un moment, les éclipses, c'est toujours des moments assez intenses, des moments justement d'intériorisation et je dirais de verticalisation sur un plan psychique. Et donc, l'un des obstacles à la verticalisation, c'est comment je me mets debout, hein, comment je deviens moi-même, comment je m'élève. Eh bien, ça peut notamment être les loyautés comme obstacle à la, verticalisation. Ces loyautés familiales et transgénérationnelles qui peuvent être plus ou moins conscientes. Donc là, mon idée aujourd'hui avec cette causerie, c'est de vous proposer, de vous amener un ensemble d'éléments qui vous permettent de prendre conscience de vos propres loyautés pour pouvoir déjà les identifier. Et c'est le premier pas de l'affranchissement des loyautés, ça va être l'identification, l'éclairage. Voilà. Euh, donc les loyautés, de quoi parle-t-on? Dans la newsletter annonçant cette causerie, je vous ai partagé cette citation que j'ai extraite de l'ouvrage de Delphine de Vigan qui se nomme Les loyautés. Donc les loyautés, ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Vous voyez déjà la puissance, enfin vous pouvez sentir, je l'espère, la puissance de cette citation. Et deux dimensions qui apparaissent dans la manière dont Delphine de Vigan approche les loyautés. Les loyautés comme aile et comme carcan. Les loyautés comme tremplin et comme tranchée. Et donc, c'est un petit peu ça que j'ai envie de développer aujourd'hui avec justement un éclairage astro et un éclairage numéro. Donc, les loyautés, c'est quoi? Avant de rentrer dans l'astro et la numéro. C'est une forme de fidélité à la famille et à son histoire, aux histoires vécues, comme à l'histoire que la famille et les membres de la famille se racontent au sujet de la famille. L'histoire qu'on se raconte sur soi, sur ce groupe famille, ce qu'on peut appeler le mythe familial. Donc Anne Ancelin Schutzenberger, elle dit que les loyautés familiales, c'est une manière de reprendre à son compte les inachevés de vie des générations précédentes. Les répétitions, en répétant de manière réelle ou symbolique, à des dates ou à des âges anniversaires, des scénarios de vie de nos ascendants, y compris d'ascendants que nous n'avons pas connus et y compris lorsque nous ne sommes pas au courant de leur histoire. Voilà. Donc, la loyauté, les loyautés, c'est d'abord une histoire de survie. Sur un plan socio-historique, à l'époque, comme dirait mon fils de 6 ans quand il veut me parler de il y a quelques années en arrière, à l'époque, notamment à l'époque préhistorique, dans un environnement hostile, l'exclusion du camp, c'était souvent synonyme d'une mort certaine dans cet environnement hostile, hein, comme je viens de le dire. Donc, collaborer, respecter les règles du groupe, du clan, c'était une manière de garantir sa survie. Donc, la loyauté au clan était alors une nécessité vitale. Et cette nécessité vitale, elle est restée. Et de manière archaïque, c'est maintenant, elle s'est intégrée pleinement à notre fonctionnement depuis des milliers d'années. Sur le plan du développement humain, la loyauté, c'est aussi associé au fait qu'un bébé, lorsqu'il vient au monde, il est totalement dépendant de ses parents.
Et le petit enfant aussi, et pendant un certain nombre d'années, les enfants, même les adolescents, restent dépendants de leurs parents. Donc leur survie va dépendre de leur capacité à plaire à ses parents, à se conformer aux attentes familiales. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut aussi provoquer parfois des conflits de loyauté qu'on va retrouver au niveau parental, un enfant qui se retrouve aux prises d'injonctions contradictoires entre ses deux parents, notamment quand il y a séparation. Mais ces loyautés inconscientes et ces conflits de loyautés inconscients, on les retrouve aussi sur un plan transgénérationnel. Lorsque, par exemple, dans une lignée, il va y avoir une manière de penser, un type de croyance, et que dans l'autre lignée, un autre type de croyance. Exemple, dans la lignée maternelle, travailler, il faut travailler, le travail ne permet pas de générer un salaire. Dans les croyances de la lignée maternelle, c'est pas parce qu'on travaille qu'on gagne de l'argent. Donc l'argent est dur à gagner. On ne peut pas gagner d'argent avec son propre travail et on est destiné de génération en génération à rester des travailleurs précaires. Quand dans la lignée paternelle, au contraire, on travaille dur, mais on peut jouir de ses revenus. Donc la personne qui se retrouve au carrefour de ces deux lignées, elle pourrait avoir dans sa vie professionnelle des problématiques en lien avec un conflit de loyauté, avec d'un côté une loyauté au fait qu'il faut rester précaire en travaillant, qu'il faut travailler dur. Hein. On va dire que le pont entre les deux lignées, c'est il faut travailler dur. Mais dans la lignée maternelle, la transmission, c'est même quand on travaille dur, on reste précaire. Là où dans la lignée paternelle, on a le droit de jouir de son argent. Donc voilà, un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça peut s'articuler intérieurement, ce conflit de loyauté. Sur un plan inconscient, la loyauté, les loyautés plus ou moins conscientes. Il y a des loyautés qui peuvent être conscientes, hein, parce que ça peut aussi euh, nous nourrir positivement. Je pense par exemple à des amis de ma famille. C'est une famille des parents soudés, un couple soudé. Ils ont eu trois filles. Et ces trois filles, elles ont grandi dans un environnement harmonieux. Bon, aucune famille n'est parfaite, mais en tous les cas, elles ont eu une enfance très joyeuse, elles ont beaucoup aimé vivre dans ce groupe famille avec leurs deux parents, chacune deux sœurs, etc. Et donc, chacune de ces trois filles ont reproduit le même schéma familial, c'est-à-dire un couple et trois enfants. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que là, la loyauté, alors, elle est plus ou moins consciente. Mais en tous les cas, elle peut être aussi joyeuse. Ça peut être ce que Delphine de Vigan a qualifié d'elle. D'accord? Ça peut être des ressources aussi, l'espace de la loyauté. Sur le plan inconscient, sur le plan de l'inconscient familial, les loyautés, elles permettent de maintenir l'équilibre du groupe, ce qu'on va appeler l'homéostasie. Donc les loyautés aux règles, au choix de vie, au métier, au lieu d'habitation, au mode de vie, au schéma relationnel, pourquoi pas, et à toute autre dimension encore, ça vient garantir la cohésion familiale et nourrir ce que je vous disais, qui était de l'ordre du mythe familial. Parce que c'est parce que dans une famille, on se raconte une histoire, qu'il y a un mythe autour de la famille. Donc vous pouvez vous questionner aussi sur quelle est l'histoire de ma famille, quelle histoire ma famille raconte-t-elle, les membres de ma famille racontent-ils autour de la famille? Quel type de famille on est? Comment est-ce qu'on se raconte? Ça va être le mythe familial. Et les loyautés plus ou moins conscientes, ça va permettre de maintenir, de nourrir ce mythe familial et de permettre à la famille de se perpétuer en tant que groupe. Voilà. Et les loyautés, elles peuvent être renforcées par un ensemble de dettes, ce qu'on appelle des dettes au sein de la famille. Il y a un psychanalyste hongrois, Ivan Bozor-Meninagi, excusez-moi pour la prononciation, qui a établi le fait que dans chaque famille, il y a un grand livre des contes familiaux. Et dans ce grand livre des contes familiaux, on va y inscrire symboliquement tout un ensemble de dettes et de créances que chacun des membres peut avoir à l'égard du groupe ou à l'égard d'autres membres de la famille. La première dette qu'on a tous dans notre vie, c'est la dette de vie. La dette de vie envers nos parents. Nos parents nous ont donné la vie et quoi que l'on fasse, on ne pourra jamais leur rendre, je dirais, l'ampleur du cadeau, même si pour certaines personnes, la vie ne sera peut-être pas perçue et accueillie comme un cadeau, qu'ils nous ont fait. Donc, comment est-ce qu'on rééquilibre une dette de vie? Eh ben, on va la rééquilibrer soi-même en créant derrière, soit en donnant la vie à des enfants, soit en créant quelque chose, une œuvre,
Euh, euh, Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand, hein. Ça peut être dans ce que l'on fait, dans ce que l'on transmet, dans ce que l'on donne au collectif. On va rééquilibrer cette dette de vie. Euh, Là où il peut y avoir des indices, c'est quand, par exemple, certains parents font payer une dette de vie. Et ça peut se faire de manière très matérielle, concrète. On m'a raconté dernièrement une histoire, enfin, c'est pas la première fois que j'entends ce type d'histoire, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont parlé de comment est-ce que certains parents vont demander à leurs enfants de payer quelque chose, de les rembourser pour l'éducation qu'ils leur ont transmise. J'ai une amie qui, arrivée à la fin de sa thèse de doctorat, ses parents lui ont demandé de rembourser ses études, par exemple. Euh, ou je connais quelqu'un d'autre, enfin ça c'est en séance en cabinet qu'on m'a rapporté cette histoire, où pendant 20 ou 30 ans, une fille a versé tous les mois une somme d'argent à sa mère. Donc elle l'a payé, elle payait son droit à exister à sa mère tous les mois pendant des années et des années et des années. Et euh, ça allait relativement loin puisqu'à chaque fois qu'elle rendait visite à sa mère, cette dernière lui demandait de lui payer les frais d'eau que générait sa présence. Donc vous voyez comment on peut identifier certaines, enfin, voilà, dans certains comportements, dans certaines attitudes, comment est-ce que la dette de vie doit être payée, rééquilibrée. Évidemment, quand c'est le cas, on va aller questionner euh, le contexte de la naissance des personnes qui sont appelées à payer pour leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel sens a cette naissance pour l'histoire de la famille? Voilà. Il peut y avoir des dettes morales à l'égard de certaines personnes qui nous ont soutenus. Je vous donnerai un exemple personnel à ce sujet-là tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des dettes transgénérationnelles par rapport à des fautes ou commises ou à des injustices, à des drames que certains de nos ascendants ont pu vivre, qui n'ont pas été soldés et que certains descendants, qui va incomber à certains descendants de venir réparer. Et donc, selon le psychanalyste dont je vous parlais, la Bozor-Meninaghi, si ces dettes ne sont pas remboursées, soldées, que les injustices ne sont pas réparées, elles peuvent être transmises de génération en génération. Donc ça peut se transmettre de différentes manières, soit une répétition d'injustices au fil des générations, soit sur le plan des schémas relationnels, de problématiques financières, d'héritage, de spoliation. On observe d'ailleurs beaucoup des problématiques transgénérationnelles dans le domaine des héritages et des spoliations, comment les spoliations vont se transmettre de génération en génération, et comment par exemple, à un moment, les enfants d'une personne qui a été privilégiée par ses parents, et ben elle-même, elle peut se retrouver défavorisée à un moment et à devoir rembourser pour le reste de la famille, sur le plan symbolique, on est d'accord, la dette contractée par son père. Le fait que son père ait été privilégié, qu'il ait été notamment privilégié sur le plan de l'héritage par rapport à ses frères et sœurs. Je ne sais pas si je suis très claire, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas très clair. Enfin voilà, il y a toutes ces dettes qui se transmettent et qui viennent nourrir ces loyautés. Donc, ces loyautés, elles peuvent être visibles ou invisibles et s'identifier, comme je vous le disais, par les schémas relationnels, les schémas familiaux qui se répètent, les mêmes métiers, les lieux de vie, les croyances, les interdits, la manière dont on se vit en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que mère ou en tant que père. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de dimensions au travers desquelles on peut identifier ces loyautés. Et ces loyautés, elles peuvent prendre la forme donc, de répétitions, mais aussi de croyances et d'injonctions particulières, d'interdits particuliers, d'interdits inconscients. Par exemple, il était interdit, j'avais rencontré un homme un jour qui me disait qu'il n'avait jamais pu faire les études qu'il voulait parce qu'il risquait d'avoir un statut social supérieur à celui de son père. Donc en loyauté à la situation sociale, socio-professionnelle de son père, il s'est interdit et on lui a interdit, mais il s'est également interdit, y compris après le décès de son père, de pouvoir s'élever sur un autre plan socio-professionnel. Voilà. Donc, comment identifier? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Non? Donc, comment est-ce qu'on va identifier? Attendez, je regarde juste parce que j'ai un message de quelque chose. Hop, Non, très demandé clair. par rapport à cette causerie.
Voilà, super. Parce que je voulais vous partager un exemple et j'ai demandé à la personne s'il était possible pour moi de vous partager cet exemple et elle vient de me répondre. C'est pour ça que je viens de voir son message et que je me suis permise de regarder ce message. Donc, je vous partagerai son histoire, vous allez voir, c'est assez éloquent. Euh, donc, comment identifier nos loyautés? Bon, par le biais d'un travail d'introspection, d'un travail thérapeutique, de tout ce qui va être de l'ordre de l'analyse transgénérationnelle, psychogénéalogique, des constellations familiales, de psychothérapies diverses, des travaux d'écriture. Enfin, il y a toute une multitude d'approches qui permettent d'aller identifier ces loyautés. Et l'astrologie et la numérologie, elles sont ces deux approches qui sont assez intéressantes parce que il y a tout un ensemble d'indices dans nos thèmes d'astrologie et de numérologie qui nous mettent sur la voie de nos loyautés. Donc, c'est évidemment un thème d'astrologie et de numérologie. Si vous connaissez, si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, il y a une multitude d'informations et il y a une multitude d'indices différents qui peuvent nous parler de loyauté. Donc, je ne peux pas vous faire une présentation exhaustive de tout ce qui pourrait nous parler de loyauté. D'abord parce que chaque thème est unique et qu'il y a certaines configurations dans un thème qui nous indiquent des loyautés alors que dans un autre thème, elles nous parleront d'autre chose, par exemple. Et ensuite, parce qu'il y a, voilà, comme je vous le disais, ça demanderait un cycle de transmission entier. En revanche, on est en avril, quatrième mois de l'année. Et la vibration du 4 en numérologie, c'est une vibration qui peut nous permettre d'identifier justement des loyautés. Donc, si vous avez, hop là, si vous avez dans vos thèmes de naissance, si vous êtes né au mois d'avril, si vous êtes né un jour 4, un jour 13, un jour 22 ou un jour 31, 13, 22, 31, ça fait 4. Alors, le 22, c'est un métanombre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça demanderait trop de temps. Il peut y avoir dans ce que vous venez réaliser, expérimenter, transmuter dans cette existence, justement, le besoin de prendre conscience des loyautés que vous faites inconsciemment revivre pour les transmuter, pour les transformer, pour réparer. Réparer pour vous. Réparer en vous ce que les traces des inachevés de vie de vos ascendants laissent. Et réparer pour vous ce que ces loyautés vous empêchent de réaliser. Donc, je répète, soit une naissance au mois d'avril, mois 4, soit né un jour 4, 13, 22, 31. Vous pouvez également additionner votre jour et votre mois de naissance. Quand on additionne le jour et le mois de naissance, on va ensuite réduire à un nombre simple. Et si vous trouvez du 4 ou du 22 dans l'addition de votre jour et de votre mois de naissance, à mon sens, il y a aussi des choses à aller éclairer sur le plan des loyautés. Je vous donne mon exemple. Je suis née le 28 mars, 28, 3. 28 plus 3, ça fait 31. Et 31, 3 plus 1, quand on réduit, ça donne du 4. Donc, moi, j'ai ce qu'on appelle une porte de l'âme 4. Et cette porte de l'âme 4, c'est une clé de réalignement dans ma vie. Pour tout le monde, la porte de l'âme, l'addition entre votre jour et votre mois de naissance, c'est vraiment une clé de réalignement. Et vous pouvez observer comment moi, je m'aligne ou je me réaligne, notamment, c'est par le biais de tout ce travail d'analyse transgénérationnelle que je réalise, tout ce travail que j'ai fait pour moi et que je continue parce que c'est infini de réaliser pour moi, et tout ce travail que j'accompagne à réaliser pour les personnes qui me consultent. Donc, cette vibration du 4 en porte de l'âme, addition du jour plus du mois de naissance, c'est aussi un indice. Ça peut être aussi des personnes dont le chemin de vie ou la mission d'âme en numérologie de la métamorphose, c'est la même chose, chemin de vie en numérologie classique et mission d'âme en numérologie de la métamorphose, fait 4 ou 22-4. Donc là, ça va être l'addition entre votre jour, votre mois et votre année de naissance. Il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de tutos en ligne pour vous permettre de calculer ça. Donc vous verrez, si vous ne savez pas faire, vous pourrez trouver. Ou vous pouvez m'envoyer un message et je vous expliquerai. Mais voilà, vous additionnez jour plus mois plus année de naissance. Et pareil, ensuite, vous allez réduire, c'est-à-dire réadditionner chacun des nombres obtenus. Par exemple, je ne sais pas moi,
le 20 mars 1988, 20 plus 3 fait 23, plus 1988, donc 1988, que je vous dise pas de bêtises, attendez, je le pose. 26. Ça fait 26 1988 et plus 23, donc ça fait 1, 9, 1. Non, ça va pas. 9-3 1988, pourtant ça fait. Bon, bref, 9-3 1988, ça fait une mission d'âme 4. Donc, quand vous ajoutez la somme obtenue, après, vous réajoutez chacun des nombres, un par un. Voilà. Donc, chemin de vie, ça peut donner des indices aussi. Là, on va dire que si vous avez votre chemin de vie ou votre mission d'âme 4, c'est vraiment ce que votre âme vient expérimenter dans cette vie. C'est, je dirais, l'accomplissement de votre existence que d'aller réparer, transformer, apaiser tout un ensemble de loyautés et de mémoires qui peuvent être là, de ramener de la sécurité intérieure. Vous pouvez aussi regarder vos prénoms. Si vos prénoms vibrent 4. Là, pour les personnes qui ne connaissent pas, j'ai écrit un e-book en novembre 2023 que vous pouvez obtenir gratuitement en vous inscrivant sur mon site internet pour recevoir mes actualités. Et donc cet e-book, il porte sur les mémoires familiales associées aux prénoms, donc associées à la vibration numérologique des prénoms. Donc évidemment, moi, dans ce e-book, j'explique comment chaque vibration renvoie à un type de mémoire. C'est pas parce qu'on a un prénom qui vibre 4 qu'on est les seuls à activer des loyautés dans nos vies. Évidemment, chaque personne, en fait, on active tous des loyautés parce que, comme je vous l'ai dit, sur un plan universel et archaïque, c'est euh, enfin, c'est un schéma de survie. Donc, on a gardé cette croyance archaïque que pour survivre, on doit être loyal à son clan. Donc, c'est pas uniquement les personnes avec un prénom qui vibre 4 qui vont activer enfin, qui vont activer des loyautés alors que d'autres n'en activeront pas. En revanche, qui vont faire revivre des loyautés. En revanche, quand on a un prénom qui vibre 4, ça vient particulièrement appuyer sur toute la dimension de l'histoire familiale et transgénérationnelle. Pour tous les éléments que je vous ai donnés là, moi, si c'est votre cas, je questionnerai, j'interrogerai mon lien à ma famille, mon rapport à ma famille, dans les domaines dans lesquels je me sens limitée. Donc, j'essaierai d'identifier à quel endroit de ma vie je me sens limitée, à quel endroit de ma vie je me sens, dans quel domaine de ma vie je me sens insécurisée, dans quel domaine de ma vie j'ai des peurs particulières qui s'activent, ou j'ai des croyances particulières. Et comment, Marjorie, oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. Moi, c'est mon nom de famille qui est le pardon, 4 par le 22. j'allais y venir. Ah, super, super, j'attends. Non, non, mais c'est Pardon. pareil en fait. Non, non, mais je te remercie de ton intervention. En fait, quand il y a un prénom ou un nom de famille qui vibre 4, donc dans le e-book que j'ai écrit, je ne parle pas spécifiquement du nom de famille, mais vous pouvez utiliser la même méthode que j'explique dans le e-book pour calculer la vibration de votre nom de famille. Et quand c'est le nom de famille, on va dire que quand c'est votre nom de famille, c'est vraiment votre héritage familial et transgénérationnel. Donc, si vous avez un nom de famille 4 ou 22-4, donc ça veut dire que vous venez pour transmuter un héritage 4 et 22-4. Là, clairement, pour moi, il y a tout un ensemble de loyautés qui se transmettent de génération en génération. Donc, c'est d'aller identifier comment est-ce que ça se joue dans votre vie à vous. Ce qui nous intéresse, c'est vous. Enfin, ce qui doit vous intéresser, c'est vous. C'est comment vous vous rencontrez justement des schémas limitants dans certains domaines de votre vie. Et c'est à partir de ces schémas limitants que vous allez aller questionner l'histoire familiale. Que faire moi je dis souvent, on n'est pas là pour faire du tourisme psychogénéalogique ou transgénérationnel, mais pour essayer de saisir ce que dans l'histoire, je fais inconsciemment revivre et ce qui me limite, pour pouvoir évidemment réparer. Les loyautés, les répétitions sont toujours au service de réparation, ou demandent toujours, attendent toujours, appellent toujours des réparations. Donc, quand c'est le nom de famille, bah là, c'est le bagage transmis, c'est l'héritage. Quand c'est le prénom, on va dire que c'est votre singularité au sein de cette famille. C'est ce que vous êtes appelé, vous, à apporter à la famille. Je vous laisserai regarder dans le e-book, j'explique tout ça de manière un peu plus fine, un peu plus détaillée. Donc, si vous avez un mois de naissance, un jour de naissance, une porte de l'âme,
une mission d'âme, un prénom, un nom de famille qui vibre 4 ou 22 4, il se peut que les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez limité, insécurisé, pardon, prise de peur, de croyances limitantes, etc., soient en lien avec une histoire de répétition sur un plan transgénérationnel. Et je vais vous donner un exemple donc, de cette personne que je remercie du fond du cœur qui m'autorise à partager son histoire, une personne que j'accompagne. C'est une histoire assez incroyable qui vient vraiment, je trouve, illustrer cette dimension-là. Donc, c'est une personne dont la mission d'âme est 22 4. Donc, l'ensemble de sa date de naissance fait 22 4. Cette personne-là me contacte pour toute autre chose que du transgénérationnel, mais rapidement, elle prend conscience que sa mission d'âme 22 4 renvoie à du transgénérationnel. Ou en tous les cas qu'il y a des choses, des éléments du transgénérationnel dans son histoire qui auraient besoin d'être éclairés. Et comme la vie est bien faite, quand on commence à questionner le transgénérationnel, en général, il y a tout un ensemble d'informations et d'opportunités qui nous arrivent et qui nous permettent d'accéder à de l'information. Donc, je vous dis donc que cette femme, cette personne, a une mission d'âme 22 4. L'un de ses fils, elle a plusieurs enfants adultes, l'un de ses fils attend son second enfant. Et pendant cette seconde grossesse, il a déjà un enfant en très bonne santé, et pendant cette seconde grossesse, il tombe gravement malade. Donc il est pris en charge et son état de santé se stabilise. Mais la date de naissance de cet homme, donc du fils de la personne que j'accompagne, la date de naissance de cet homme, en allant creuser un petit peu, on s'aperçoit qu'elle est en lien avec la date de décès de son oncle qui est décédé pendant la grossesse, pendant la gestation du second enfant, donc de son cousin, qui était le second enfant de sa fratrie. Est-ce que vous me suivez toujours? Lui, attendant son second enfant, il tombe gravement malade. La génération du dessus, sa tante est mariée à un homme. Et lorsqu'ils attendent leur second enfant, cet homme, son oncle, tombe gravement malade et lui, il décède. L'homme, le fils donc de la personne que j'accompagne, lui-même, il est né un jour 13, 4, un jour qui vibre 4. D'accord? Et donc, la personne que j'accompagne avec sa mission d'âme 22 4, elle commence tout un travail d'ouverture, de recherche en lien d'enquête dans son art. Et là, elle découvre une histoire, un drame qui s'est déroulé une ou deux générations au-dessus, deux générations plus haut, il me semble, de mémoire. Un drame terrible en lien avec une seconde grossesse. Lors d'une seconde grossesse, dont les dates coïncident avec les dates de son fils, eh bien, pendant cette seconde grossesse, il y a un drame terrible qui provoque le décès de la maman et de l'enfant qu'elle attend et de son premier fils aussi. C'était aussi une seconde grossesse. J'en ai des frissons quand je vous dis ça. Et il se trouve qu'elle n'avait pas connaissance de cette histoire-là, de ce drame qui s'est déroulé deux ou trois générations au-dessus de la sienne, et qu'elle a prénommé son fils. Elle lui a donné à son fils un prénom dont la date de célébration du saint associé est la date du décès tragique de cette femme, de son bébé en gestation et de son premier enfant. Ce même homme, dont la date de naissance vient aussi résonner avec la date de décès de son oncle, la génération d'avant, ce même homme qui tombe gravement malade pendant la gestation de son second enfant. Donc on voit bien comment des loyautés peuvent, malgré nous, nous amener à répéter des schémas. Mais là où l'histoire se termine bien, et que c'est assez incroyable, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette histoire-là. Donc, elle a envie de lui partager à son fils ses découvertes, cette personne, quand elle découvre tout ça, mais il se trouve que son fils n'est jamais disponible pour qu'ils échangent. Il est en pleine préparation de la naissance de son enfant, de l'accueil de son enfant, etc. Donc, bon, il est dans autre chose. Et donc, elle décide de lâcher là-dessus et puis de s'en remettre à ce que la vie lui propose et elle lui en parlera au moment opportun. Et elle m'envoie un message
il y a quelques jours de cela en m'indiquant que ce bébé est né en bonne santé, tout va bien, le papa va bien, la maman va bien, le bébé va bien, et la mission d'âme de ce bébé, devinez ce que c'est? 22-4. 22-4. Et je vous avais dit que je ne rentrerai pas dans le détail de la différence entre un nombre simple et un métanombre, mais malgré tout, la vibration du 22-4, c'est une vibration qui, on va être sur un octave supérieur sur le plan spirituel que la vibration du 4. Donc derrière la vibration du 22, il y a réellement une mission de transmutation, de transformation. Et moi, le fait que ce bébé naisse avec cette mission d'âme 22-4, je trouve que c'est comme si c'était une preuve de cette transmutation de l'histoire familiale. À cette génération-là, un bébé peut naître en bonne santé avec son papa, un second bébé de fratrie peut naître avec un papa également en bonne santé, un papa vivant. Vous voyez? Donc, parfois, il y a juste besoin de prise de conscience et de coups de pouce ou d'un travail intérieur pour permettre que ces loyautés qui peuvent sembler au départ, comme le disait Delphine de Vigan, hein, les tranchées dans lesquelles on enterre nos rêves, que ça puisse devenir les tremplins justement du renouveau, les tremplins d'un nouveau vivant, d'une nouvelle histoire, d'un apaisement. Et comment moi j'interprète ça ou j'accueille ça avec mon regard de psychogénéalogiste, eh bien c'est que ce drame a été mis au jour, le drame initial, le drame original, il a été mis au jour. Donc, les descendants qui en ont pris conscience ont pu euh, accueillir, je dirais, la charge émotionnelle associée à ce drame, ont pu prendre conscience de ce drame terrible qui avait pu être vécu. Elles ont pu prendre conscience euh, de ce deuil qui est resté en suspens. Et la prise de conscience du deuil resté en suspens et le travail d'accompagnement autour de cette histoire, ça permet en soi d'enclencher un travail de deuil et de réparer, de pouvoir réinvestir autrement la vie. Voilà ce que cette histoire-là m'inspire. Je ne sais pas si vous avez des choses, des réactions ou une envie d'intervenir. Est-ce que, je ne sais pas si le micro est coupé, non? Non, Pas. là, ton micro, le micro est ouvert. Ah oui. Eh ben, je me sens un petit peu dans la même histoire. Enfin, pas exactement, mais en 22-4 et puis avec des histoires à travailler en transgénérationnel aussi. Donc, cette histoire de cette personne me parle beaucoup. Ok. Oui, c'est assez incroyable. Je vous partagerai par la suite ma propre histoire, parce que je trouve qu'elle est assez aussi symbolique de comment est-ce qu'on peut activer des loyautés et comment est-ce que la prise de conscience peut amener aussi ce retournement intérieur et aussi l'ouverture d'un travail de deuil qui peut se faire. Comment parfois, quand on est investi malgré ça, soit, pardon, de manière inconsciente, je dirais, de ses loyautés, de ses mémoires à, à aller penser, aux deux sens du terme, hein, à pouvoir penser parce qu'on en a pris conscience, mais à pouvoir penser au sens d'apaiser, de guérir, eh bien, c'est aussi comme ça qu'il y a des renouveaux qui peuvent se faire. Quand on a ces vibrations qui sont présentes chez nous, c'est pour ça. C'est, à mon sens, hein, c'est vraiment parce qu'on est appelé à aller réparer. Voilà. Donc voilà comment est-ce que, alors en numérologie, il y a évidemment plein d'autres nombres et plein d'autres localisations, enfin il y aura plein d'autres choses à dire sur comment identifier des loyautés, mais j'ai dit que je ne serai absolument pas exhaustive et que je m'appuierai sur un élément, un élément pour illustrer mon propos. Alors, sur le plan astrologique, c'est toujours plus complexe parce que l'astrologie, ça me semble, non pas que ça soit
l'astrologie comme la numérologie, ce sont deux langages aussi puissants l'un que l'autre, mais l'astrologie à transmettre, il y a plus de variantes ou d'éléments de langage, je dirais, sur le plan de l'alphabet. Pour moi, l'astrologie, c'est toujours un peu comme du japonais hein, dans un langage. C'est plus complexe à transmettre parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en ligne de compte et à croiser. Là où en numérologie, on a un alphabet. Et une fois qu'on a saisi la symbolique de cet alphabet, c'est un petit peu plus aisé de pouvoir faire dialoguer et puis interpréter. Alors en astrologie, il y a une planète dont j'ai envie de vous parler et qui est en résonance forte avec la vibration du 4, c'est Saturne, la planète Saturne. Donc Saturne, vous avez le symbole là, hein, vous l'avez à l'écran, hein, la slide avec le symbole de Saturne. Oui, Oui, oui. ouais, c'est ce symbole-là. Donc vous allez pouvoir, pour les personnes qui ont quelques bases ou s'y connaissent très bien en astrologie, regardez dans vos thèmes où se situe Saturne. Et pour les autres, bah, vous pouvez sur des sites gratuits en ligne comme AstroThème, éditer votre thème de naissance. Et maintenant que vous savez où se situe, à quoi ressemble Saturne, vous pouvez regarder où ça se situe dans votre thème. Et puis, je vous mettrai à la fin du replay de la vidéo un lien vers une causerie que j'avais faite, il me semble, en janvier 2024, où j'explique la symbolique de chacune des maisons astrologiques. Donc, vous pourrez regarder de manière autonome où se situe, dans quelle maison astrologique se situe Saturne dans votre thème et où est-ce que vous pouvez identifier des loyautés dans ce domaine-là. Donc, Saturne, c'est une planète qui est mal aimée en astrologie. D'ailleurs, en numérologie, la vibration 4, ça peut être aussi une vibration un peu moins bien, un peu moins appréciée, parce qu'il y a toute cette charge derrière d'histoire, de mémoire du temps, etc. Et puis, parce que derrière la vibration 4, comme derrière Saturne, il y a une invitation à la prise de responsabilité, à la maturité, hein. Donc, il y a une invitation à l'effort, à la rigueur, à la persévérance. Et on n'aime pas trop ça. On aimerait que ce soit facile. Donc Saturne, ça a été en astrologie traditionnelle une planète qui a été définie comme la maléfique, une planète mal aimée, une planète perçue comme nous limitant, comme un obstacle, parce que c'est une planète en réalité qui nous demande de la rigueur, des efforts, de la persévérance. Et c'est une planète, comme le 4, qui est liée au conservatisme, à la mémoire du temps passé. Certains astrologues vont parler du maître du karma, du Lord of Karma. Mais si on en revient au mythe de Saturne, ben on va se rendre compte qu'en fait, ça nous parle éminemment de transgénérationnel. Donc, je vais vous raconter, pour les personnes qui ne connaissent pas, le mythe de Saturne. Saturne, en mythologie grecque, c'est Chronos. Donc, le mythe de Chronos. Chronos, c'est un puissant titan qui est né d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Ouranos a peur d'être détrôné par ses enfants, donc il les enferme dans le ventre de leur mère, Gaïa. Sauf que Gaïa, elle en a marre, elle n'en peut plus d'avoir tous ces gamins à l'intérieur d'elle qui l'oppressent, donc elle va inciter ses enfants à la révolte contre Ouranos. Et donc, il y en a un de ses enfants qui va oser affronter son père, c'est Chronos, dit, pour les Romains, Saturne. Et donc, à l'aide d'une faucille en silex fabriquée par sa mère, il va, au moment où son père Ouranos se repose, le castrer. Et donc le détrôner. Et Ouranos, il lui transmettra, dans un dernier souffle, il lui prédira à Chronos que lui-même sera détrôné par l'un de ses fils. Alors, en loyauté à son père, mais à sa manière à lui, Chronos, lui, il va aussi empêcher ses enfants de vivre, mais comment? En les dévorant. Donc, à chaque fois, sa femme, c'est Rhea, et à chaque fois que sa femme donne naissance à un enfant, il le dévore. Et Rhea, elle va réussir à sauver son dernier fils. Et ce dernier fils, c'est Zeus. Et donc, comment elle le sauve? En remplaçant le bébé qu'elle va donner à Chronos au moment de la naissance par une pierre qu'elle emmaillote. Chronos, il le dévore et il n'y voit que du feu. Il ne voit pas qu'il engloutit pas son fils. Et donc, elle confie Zeus à des chèvres, etc. Et donc, Zeus, devenu adulte, avec l'aide de sa mère, il fait boire un breuvage à son père. Ce dernier recrache tous les enfants qu'il avait dévorés, mais qui étaient toujours vivants. On est dans de la mythologie. Hein. S'ensuit une guerre entre Titans et Olympiens.
Titan, Chronos, donc je vous disais que Chronos était un puissant titan, et les Olympiens, donc guidés par Zeus. Les Olympiens vont détrôner les titans et Zeus deviendra le dieu des dieux. Voilà. Donc, c'est un mythe qui souligne combien cette histoire-là est une histoire éminemment transgénérationnelle. Combien de père en fils, est-ce qu'il y a de père en fils, il y a des loyautés qui se répètent, qui se retransmettent. Donc, dans un thème natal, Saturne, ça vient nous parler de la loi du père, au sens symbolique du terme, donc de la loi du père, de la loi des ascendants, de la loi familiale, de la loi sociale. Ça vient nous parler de cette loi à laquelle il faut se conformer. Et l'étymologie du mot loyauté, c'est se conformer à la loi. Donc Saturne dans un thème natal, ça peut nous parler de conflits intergénérationnels. Saturne dans un thème natal, ça va nous parler de loyautés inconscientes. Comment est-ce que dans ce domaine-là de votre thème natal, vous pouvez symboliquement être dévoré par des attentes, des injonctions, des interdits qui vous empêchent, qui vous limitent, qui vous étouffent, qui étouffent votre réalisation dans ce domaine-là de votre vie. Mais ce mythe, c'est aussi un mythe, l'histoire de Chronos, qui nous enseigne que le temps est un allié et que le temps est un allié de verticalisation, d'affirmation de soi, de maturité, de prise de responsabilité et donc de réalisation de soi. Donc dans la lumière, Saturne, c'est une planète qui nous invite à grandir, à mûrir, à prendre nos responsabilités. Saturne, quand on a conscience de ce qui se joue, donc quand on prend conscience des loyautés que l'on fait revivre, Saturne, elle peut devenir justement une sorte d'ossature, un tuteur qui va soutenir notre réalisation autonome dans le domaine de notre vie dans lequel elle se trouve. Et ça va devenir, Saturne, une capacité à s'extraire des loyautés, en prenant justement pleinement la responsabilité de notre réalisation personnelle. Donc c'est une planète qui soutient la pleine affirmation de notre puissance intérieure. Mais ça demande de la discipline, de l'effort, de la maturité. Ça peut être un chemin solitaire, mais qui va apporter derrière de la sagesse et de l'élévation sur tous les plans. Voilà. Stephen Forrest, lui, il dit que Stephen Forrest, c'est un astrologue américain que j'aime beaucoup, qui a développé l'astrologie évolutionniste. Et lui, il va dire que, en fait, dans la croyance, il y a souvent une opposition entre Saturne et Jupiter. Jupiter qui va être considéré comme la planète de la chance et Saturne la planète maléfique pour les astrologues traditionnalistes. Hein. Et Jupiter, ça va être un peu la foi, la planète de la foi, etc. Et Stephen Forrest, il dit que c'est Saturne la véritable planète de la foi, parce qu'elle nous enseigne l'importance de reconnaître notre héritage et de reconnaître qu'on n'est pas forcément déterminé par notre héritage, mais que grâce à des efforts intérieurs, à une prise de responsabilité, à une maturité, à une croissance intérieure, à cette verticalisation, eh bien, on peut choisir quelle dimension de cet héritage on peut justement faire vivre et quelle dimension de cet héritage peut venir soutenir le déploiement de nos ailes, pour revenir justement à la citation de Delphine de Vigan, et devenir le tremplin sur lequel nos forces se déploient. Donc l'endroit où Saturne se situe dans votre thème natal, c'est à la fois un endroit qui vient vous éclairer sur le type de loyauté que vous faites revivre, mais en même temps, c'est un endroit de grande réalisation pour vous, de verticalisation. Mais ça demande un travail intérieur. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder sur des sites en ligne comme Astrothème ou astro.com, etc., où se situe Saturne dans vos thèmes, de réécouter le morceau de la causerie de janvier 2024 où je donne des indications sur ce que chaque domaine, ce que chaque maison astrologique comment, de quoi parle chacune de ces maisons astrologiques, pardon, à quel domaine de notre vie ça renvoie, et puis à essayer de chercher à comprendre ce que cette position de Saturne en signe en maison peut vous indiquer. J'ai conscience, on me renvoie souvent que
Les causeries dans lesquelles je transmets des éléments astrologiques, c'est plus compliqué, que ça perd les gens, etc. Mais justement, c'est là toute la mission saturnienne en lien avec ces loyautés. Si c'est une question qui vous intéresse, ben je vous invite à faire l'effort de vous y plonger et d'essayer de comprendre. Et puis, si vous avez besoin d'éclairage, ben vous savez que vous pouvez me contacter. Je suis quand même relativement disponible et je réponds aux mails en général, hein, et je peux apporter des petits éclairages. Évidemment, je ne ferai pas une consultation en ligne comme ça, enfin, par messagerie, mais je pourrais vous apporter des petits éclairages pour vous permettre de comprendre ce qui se joue, y compris vous dire dans quelle maison se situe Saturne si vous m'envoyez une photo de votre thème natal. Voilà ce que je peux vous partager. Donc, comment sortir des loyautés? Eh bien déjà, commencez par les identifier, c'est déjà une bonne chose, par les éclairer. Parfois, une simple prise de conscience suffit. Et puis parfois, ça va demander un travail thérapeutique un peu plus en profondeur pour éclairer, nettoyer, réparer, transmuter. Donc, je vais terminer ce petit topo là, sur les loyautés avec un autre exemple. Comme je vous disais que je vous parlerai de mon histoire, ben voilà, un autre exemple qui est mon histoire à moi. Une histoire de loyauté avec cette porte de l'âme 4, voilà, sachant que j'ai aussi une année de naissance 22-4, donc j'ai pas mal de 4 dans mon thème. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de mon premier fils. Donc, j'ai 2 enfants. Et donc, mon premier, c'est un petit garçon. Donc, cette histoire, c'est une histoire de loyauté envers ma mère et envers ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, pardon. Mais c'est une histoire que j'ai tout de suite identifiée comme étant une loyauté, à ma mère notamment. J'ai pas tout de suite identifié à quel point est-ce que se rejouait une loyauté au travers de ma vie de mère et de ma vie de compagne. Et ça, je l'ai découvert au fil des années et justement de tout ce travail euh, euh, en psychogénéalogie, en transgénérationnel, que j'ai pu réaliser de différentes manières. Donc, dans mon histoire, pour poser le contexte, mes parents se sont mariés très jeunes et je suis une enfant non désirée par mon père. Mes parents étaient déjà mariés, mais mon père, il était vraiment trop jeune. Il avait 21 ans quand ma mère est tombée enceinte et il était trop jeune, donc il voulait que ma mère se fasse avorter. Voilà. Finalement, il était marié, donc il a bien été contraint de m'accueillir malgré tout. Mais voilà, pour poser le cadre un petit peu. Donc il y a déjà une problématique en lien avec le père. Et donc moi, au moment où je tombe enceinte de mon fils, je suis en couple avec un homme qui est trop jeune dans son âge et dans son parcours de vie, c'est trop tôt pour qu'il devienne père. Et donc, il souhaite que je me fasse avorter, comme ça a été l'histoire de mon père par rapport à ma mère. Comme ma mère par rapport à moi, moi par rapport à mon fils, je refuse. Voilà, pour toutes les raisons, avec toute le lot de culpabilité que ça peut véhiculer derrière, je fais le choix de garder cet enfant et de lui donner la vie. Donc là, j'identifie bien déjà qu'il y a une loyauté assez forte à l'histoire de ma mère qui se joue. Et donc, je choisis d'élever cet enfant seul. Au final, le père restera, mais sans être là. Donc, on a encore une fois une histoire de père présent-absent, jusqu'aux 2 ans de mon fils. Et aux 2 ans de mon fils, on se sépare et donc le père de mon fils coupe les ponts. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire de mon père, c'est que mon père perd son propre père alors qu'il a 2 ans. Son père décède à 21-22 ans, tandis que mon père a 2 ans. Donc en fait, quand ma mère tombe enceinte de moi, mon père, il est à l'âge anniversaire du décès de son père. Donc c'est l'âge auquel lui-même a perdu son propre père. Donc devenir père pour lui, c'est quelque chose, c'est évidemment très inconscient, mais c'est pas possible. Et donc moi, aux 2 ans de mon fils, donc moi-même, je perdrai mon père à 21-22 ans, et aux 2 ans de mon fils, eh bien, mon fils va perdre son père. Symboliquement, son père est toujours vivant, mais il va couper les ponts. Voilà pour la première partie de la loyauté. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, donc, consciente de tout ça, en travail thérapeutique depuis des années, je chemine avec mon enfant. Et il se trouve que je me forme aux constellations familiales et qu'au tout début de ma formation, dans les tout premiers modules de formation, je pose comme travail
une problématique que j'ai envie de mettre au travail et émerge dans cette constellation l'histoire du couple de mes grands-parents paternels. Donc ce grand-père paternel que je n'ai jamais connu, hein, qui est décédé aux 2 ans de mon père. Émerge leur histoire. Et moi, dans ma représentation de ma famille, les couples de ma famille, ce sont des couples malheureux. Et en fait, dans cette constellation, je prends conscience que ce couple-là, il a été extrêmement amoureux et extrêmement heureux. Ça s'est mal terminé puisque mon grand-père paternel, pardon, est décédé prématurément, mais il y a eu une histoire de couple heureux dans toute cette histoire. Donc je fais cette constellation-là, c'était pas du tout sur une thématique relationnelle que je me venais travailler, ça n'avait rien à voir avec le couple, etc. Mais c'est ça qui émerge. Donc j'accueille et c'était le jour de mon anniversaire. Et ce soir-là, une amie m'avait organisé une fête chez un ami à elle. Et j'ai rencontré l'homme qui est devenu aujourd'hui mon mari. Alors que je venais de me séparer du père de mon fils, que cette constellation me montre qu'il peut y avoir un amour heureux dans l'histoire de ma famille. Je rencontre cet homme. Ok, j'accueille ça. Et puis, c'est pas fini, hein. Euh, et donc, mon mari, déjà, il s'appelle Raphaël. Donc, Raphaël, c'est l'ange qui guérit. Donc, déjà, l'ange, hein, ça fait référence aux anges d'une histoire familiale, aux personnes décédées, mon grand-père. Et lui, il vient guérir. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'émotion. Mais oui. Et donc, Raphaël, j'en ai pas pris conscience tout de suite non plus. Je me suis aperçue que Raphaël, il était né 3 jours après la date de décès de mon grand-père paternel. Donc là, on fait des blagues avec un groupe avec lequel, enfin, un groupe de formation avec lequel j'étais. On dit c'est le jour où j'ai pris conscience que j'épousais mon grand-père, que je ramenais mon grand-père paternel dans la famille. Et là où vraiment ça a été encore plus significatif, c'est que mon mari a eu des problèmes de santé. Les gens qui suivent les causeries, j'en ai déjà parlé. Et il a eu un grave problème de santé avec une opération prévue au lendemain de la date de décès de mon grand-père, sachant que mon grand-père paternel, il est décédé des suites post-opératoires. Il s'est fait opérer de l'appendicite à 21 ans, 22 ans, et il y a eu, bref, des erreurs médicales à l'époque où lui, il avait une sensibilité cardiovasculaire particulière qui fait qu'il a fait une embolie pulmonaire 8 jours après son opération. Donc c'est quand même con, c'était une opération de l'appendicite, un truc super bénin. Et donc, mon mari a ce problème de santé. Et donc, on rencontre un chirurgien qui est un interne de l'hôpital en plus. Donc, on nous annonce qu'il va se faire opérer par un interne. Je n'ai rien contre les internes et c'est fondamental d'apprendre le métier. Mais au vu de l'histoire, moi, je n'étais pas super à l'aise avec le fait qu'il se fasse opérer par un interne. D'autant que son hospitalisation, quelques jours auparavant, on avait déjà frôlé le drame. Donc, ma confiance dans le corps médical, elle était assez, on va dire, euh, assez ébranlée. Ça aussi, c'est une autre histoire de loyauté familiale, mais que je n'aborderai pas ici. Donc voilà, donc il nous annonce qu'il sera opéré le 18 juin. Mon grand-père est décédé un 17 juin. Donc j'en prends pas tout de suite conscience. Et puis d'un coup, éclair de conscience, et je me dis non mais c'est pas possible, il peut pas être opéré le 18 juin, c'est l'histoire qui se répète, il va mourir. Et, euh, et après, je me dis non, il va pas mourir. Justement, il ne se fait pas opérer le 17, il se fait opérer le 18 au lendemain. Donc il a survécu. Donc c'est un moment de réparation de l'histoire. Et rien que cette prise de conscience-là, ça a fait que le chirurgien nous a téléphoné le lendemain, sans qu'on dise quoi que ce soit. J'en ai même pas parlé à mon mari de cette histoire. Et donc le chirurgien nous a appelés en nous disant que finalement ce ne serait pas l'interne qui l'opérerait, mais le chef de service, et que l'opération était décalée à une semaine encore après. Donc on reste toujours dans l'empreinte de cette date de décès, mais on s'en éloigne. Donc si vous voulez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était résolu ici. Donc aujourd'hui, mon mari va bien, tout se passe très bien, etc. Donc moi, j'accueille ça encore comme vraiment un chemin de réparation de ce qui au départ était une loyauté très forte. Et puis, ça ne s'est pas terminé là, hein. J'ai cheminé et j'ai poursuivi mon cheminement. Et puis, j'ai fait, par le biais de travaux d'écriture, par le biais d'un travail en aptopsychothérapie, j'ai pu aller progressivement à la rencontre de mon grand-père paternel, l'accueillir et lui dire adieu.
et prendre conscience qu'en fait, ce décès, qui certes a été un drame dans l'histoire familiale, c'était aussi une sorte de secret de famille. Parce que même si on sait ce qui s'est passé et qu'on en parle, on n'en parle quand même pas trop pour pas raviver l'émotionnel douloureux de ma grand-mère. Et parce que ma grand-mère, quelques années après le décès de son premier mari, elle s'est remariée avec un homme extraordinaire qui est mon grand-père et qui est toujours en vie, dont le prénom vibre 24, celui qui transmute. Et donc, dans l'histoire familiale, on aime tellement cet homme-là qu'on ne voudrait pas non plus lui faire de la peine. Donc, il y a comme une forme d'oubli de, d'André, ce grand-père au départ, qui donc, lui, est décédé tragiquement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager pour cette causerie d'aujourd'hui autour des processus de transformation, de transmutation des loyautés, des processus d'éclairage et de transmutation des loyautés en lien avec les vibrations astrologiques et numérologiques. Alors, je vois qu'il y a Merci. des personnes voilà, qui disent qu'ils sont obligés de partir. Ben, sans aucun souci, allez-y, merci de votre présence et de votre participation. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une question à te poser, Marjorie. Oui. J'ai, j'ai beaucoup été touchée par ton histoire aussi. Et par contre, je voulais juste savoir quand est-ce que tu pourras me faire l'éclairage dont Tout on de avait suite. parlé. Là, on arrête. Je J'éteins pensais que c'était l'enregistrement et c'est tout de suite. si, c'est parce que si tu voulais arrêter pour les personnes qui veulent partir, donc voilà, je comprendrais très bien, hein. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un éclairage, c'est un mini-éclairage. Donc, c'est un éclairage qui dure Oui, une quinzaine de oui, minutes. Et les oui. gens qui ont besoin de partir partent. Et les personnes qui souhaitent rester pour Ok, écouter, voire prendre part à l'éclairage, elles peuvent rester. Donc là, ok. je vais arrêter l'enregistrement. Et Hmm. puis, on va passer à l'éclairage là, dans l'intimité du groupe. Voilà. Et donc, j'arrête